parler d'objets connectés. Tout le monde a leur micro connecté. Voilà. Je crois que vous allez en partager. Bonjour, je suis de retour si tu nous as vus, mais on va parler d'un sujet un peu différent. On va parler d'objets connectés, d'IoT, d'M2M, de Internet Enabled Devices, de tous les mots-clés que tu veux pour Internet plus hardware. En tant que route baguette, on parle souvent d'objets connectés parce qu'on parle de la France et la France fait très bien l'IoT et ça fait partie des sujets qu'on va traiter aujourd'hui, c'est pourquoi. Mais on organise également une conférence qui vient d'avoir lieu la semaine dernière sur les objets connectés où on fait venir des gens de 25 pays différents pour parler de le rencontre entre l'industrie et l'Internet, de l'hardware et le digital, de cette troisième révolution industrielle qu'on est en train de subir. Je suis rejoint par des panélistes qui viennent des domaines différents, avec des titres différents, avec des responsabilités différentes, mais tous dans ces domaines d'IoT. Donc, je vous laisse vous présenter parce que vous allez le faire beaucoup mieux que moi. Démarrons. Démarrons. Je m'appelle Inès Lebihan, je suis diplômée de l'école de design Nantes Atlantique. Après ça, j'ai eu quelques expériences au Japon. J'ai travaillé notamment sur la conception de produits. Bon, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est le design industriel. Puis ensuite, j'ai monté une start-up en Italie. J'ai travaillé pas mal sur les questions de réalité virtuelle. Et aujourd'hui, je suis designer industriel à San Francisco chez HTC. Et je travaille principalement à la conception d'objets, donc des téléphones et tout ce qui est nouveaux concepts et objets connectés. Bonjour à tous, Valentin Gaufre. Donc, j'ai fondé 42 Factory il n'y a pas très longtemps en France. Moi, je suis aussi diplômé de l'école de design, sauf que je suis parti 4 ans en Chine, où j'ai pas mal roulé ma bosse dans les hackerspace et tous ces milieux un peu nouvelle révolution industrielle. Et donc depuis maintenant 42 Factory, on travaille sur les objets connectés. On aide nos clients à en créer et à faire des choses intéressantes dans ce domaine-là. Bonjour, je m'appelle Bérangère Arnold. Je ne suis pas diplômée ni en design ni de la région. Je suis normalienne et je suis économiste spécialisée en économie des réseaux pour savoir comment, même s'il y a des monopoles naturels pour tirer des lignes, quel que soit le secteur, et ben on peut quand même dynamiser un secteur en laissant des initiatives émerger. Et donc tout cela, j'ai commencé à le déployer en mairie et en cabinet ministériel, côté puissance publique. J'ai monté aussi ma start-up qui s'appelle iLikeCinema.com. J'en profite pour faire de la pub. C'est une start-up qui permet de créer sa propre séance de cinéma dans un vrai cinéma de quartier. Et puis j'ai rejoint le groupe Orange, pour lequel je suis directrice des services urbains innovants. Donc le fameux Smart City dont tout le monde parle, qui a mis un peu de temps à arriver, mais heureusement, avec l'Internet des objets, c'est un accélérateur et ça devient concret. Alors parlons-en. Donc, pour démarrer un peu, je crois que ça va être très intéressant pour chacun de parler de qu'est-ce que c'est que l'IoT pour vous, dans vraiment une phrase. C'est-à-dire, si tu commences une deuxième phrase, je vous coupe la parole. Donc, dans une phrase, qu'est-ce que c'est que l'IoT ? C'est connecter les objets physiques à un écosystème virtuel. C'est à peu près pareil, c'est connecter des entités ensemble. C'est donner la vie aux objets. Parfait. Donc on est d'accord qu'on parle vachement de marché physique. On est quand même parti là où le digital, c'est carrément, on dit souvent que les réseaux sociaux, c'est pour du connecté. Là, on est vraiment dans le monde où l'objet connecté, c'est beaucoup plus l'hard que du soft. C'est beaucoup plus le monde physique que le monde digital. Est-ce que c'est bien ça ? Je pense que la base, c'est effectivement, il y a objet, donc il y a la partie physique, mais toute la valeur aujourd'hui des objets connectés, elle se fait dans le service et l'applicatif. Si on parle de machine to machine, c'est effectivement la partie objet presque est secondaire. Et par contre, toute la différenciation se fait par le service et comment on crée le meilleur service. Et pourquoi maintenant ? Pourquoi est-ce qu'on arrive à IoT maintenant ? C'est pas comme si l'Internet vient d'arriver, c'est pas comme si les telcos viennent d'arriver. On avait les réseaux, on avait les objets, on avait le party design, ça existait. Pourquoi maintenant ? Pourquoi maintenant ? Je pense que ça existait et
maintenant, on arrive à un stade où on est capable de les intégrer dans la vie de tous les jours. On est capable de s'en servir tous les jours. On a des applications qui sont, qu'on peut utiliser tous les jours. Et je pense que l'écosystème extérieur fait en sorte que le produit physique devient une nécessité. On a vraiment besoin d'utiliser le produit physique pour... on intègre dans le produit physique des données virtuelles. Je pense que c'est assez simple finalement. On a toujours eu des produits physiques, on a toujours eu le côté virtuel. Maintenant, on les marie ensemble. Et je pense que c'est le bon moment. Oui, et puis je compléterais peut-être en disant que l'Internet des objets, il y avait quoi avant? Les objets ne parlaient que par ceux qui les avaient créés. Et donc une machine à laver parlait par les instructions que lui avait données le constructeur de la machine à laver. Pareil pour le trottoir, l'abribus, la boîte aux lettres, en silo, donc à l'intérieur d'un même secteur. L'Internet des objets, c'est quand l'utilisateur va parler en direct à l'objet sans passer par le schéma ou le moyen prévu par son constructeur. Donc c'est la désintermédiation. On parle tous en direct. C'est pour ça que je dis pour moi, c'est les objets prennent vie et parlent à leur utilisateur en direct sans passer par papa-maman. Et donc pourquoi maintenant? Parce qu'on a les moyens, nous, utilisateurs, de parler en direct au canapé, à la table, à la caméra qui passe. Parce que déjà, la majorité d'entre nous ont un smartphone et ça fait pas longtemps. Alors la majorité d'entre nous ici, ça fait longtemps, sans doute depuis au moins novembre 2007, la sortie du premier iPhone. Et peut-être même avant, mais pour plus de 50% des Français, c'est que fin 2014. Donc en fait, ça fait pas longtemps du tout. Et comme c'est un écosystème, il faut qu'il y ait un marché de masse qui a un moyen, le téléphone, de communiquer avec les objets, et puis des capteurs qu'on met sur les objets, quels qu'ils soient, qui soient pas trop chers. Et donc il se trouve que les capteurs pas trop chers sont arrivés en même temps que les écrans dispo, c'est-à-dire les smartphones majoritaires dans le parc des mobiles. L'un a un peu guidé l'autre, c'est-à-dire tout le monde commençait à vouloir des smartphones et ça voulait dire qu'on pouvait plus négocier les prix de sensors derrière qui sont dans le smartphone. Et maintenant on commence à voir que quelqu'un dit bon, je vais prendre l'accéléromètre de mon smartphone et je vais le mettre dans mon lampe. Maintenant tu sais quand ton lampe bouge ou pas. Je sais pas si ça sert à quelque chose, mais tu peux le faire techniquement et c'est pas très cher. Donc on arrive dans une phase où tout le monde un peu, ils ont leur téléphone. Et maintenant, je parle avec le monde digital avec mon téléphone. Et maintenant, je dis, pourquoi est-ce que je ne peux pas parler à tous avec ça? Ça est devenu un peu le télécommande 2.0, ou 5.0, ou 6.0. Du coup, moi, je trouve que la France fait particulièrement bien l'IoT. Et je crois que souvent en France, on se dit, bon, on parle de l'IoT, on parle de success story français au Figaro, au Monde, ailleurs, parce que c'est notre pays, donc on aime bien dire qu'on est bien. Mais en fait, si tu regardes le marché global d'IoT, le France fait très bien, et dans les grands groupes, et dans les petits startups, et dans le financement. Et ça, c'est quand même bluffant. Donc les questions que je vous pose, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on fait bien l'IoT? Pourquoi est-ce que les designers qui ont fait une école de design commencent à faire d'industrial design? Pourquoi est-ce que des gens de telco commencent à parler d'objets connectés? Pourquoi est-ce qu'on est si bien dedans? Ou est-ce qu'on n'est pas si bien dedans et est-ce que je mens? Je vais prendre la parole en premier, c'est plus simple. Moi, c'est pas moi, c'est mon entreprise. Alors que vous, ce sera certainement votre talent personnel. Vous pourrez répondre, en tout cas de ce qu'on a déjà discuté avant. C'est vrai qu'en Europe en général et en France en particulier, on est bon sur l'Internet des objets parce qu'on est bon dans les télécoms déjà. On a des puissances publiques, on va recommencer. Dites à Emmanuel Macron que ses prédécesseurs étaient bons, toutes bords confondus. On a des États qui ont investi beaucoup dans les réseaux télécoms. Et du coup, on a un ADSL qui marche bien. Du coup, on peut investir dans la 3G, dans une 4G qui marche bien. On a des forfaits data. Alors, vous allez hurler, mais quand même, on a des forfaits data qui sont pas chers. Donc, ça pousse les usages innovants. Parce que dans beaucoup d'autres pays, si on veut faire un truc un peu gadget pour tester le futur, on ne peut plus parce que du coup, on n'a plus de data pour le reste du mois ou d'une semaine. C'est quand même une problématique à laquelle on est tous confrontés. En Europe, moins. Donc on a le temps de regarder, d'investiguer. Et puis, par exemple, un groupe comme Orange dans les télécoms, comme on a bien investi dans nos réseaux et qu'on les gère pas mal, du coup, ça nous permet de dépenser aussi de l'argent pour se développer dans le numérique, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays où les opérateurs télécoms font que des réseaux, et puis il y a des gens qui font que des services, et ils ne se parlent pas entre les deux. Et du coup, quand on crée un Internet nouveau, c'est le croisement entre les réseaux et les objets, il n'y a pas de croisement.
Chez Orange, il y en a. Par exemple, nous, il y a 4 ans, on a créé notre entité Orange Smart Cities pour la ville intelligente et connectée. Donc, on essaye d'optimiser les réseaux encore dispo pour créer des nouveaux services en co-construction avec les gens du monde réel. Et c'est ça qui nous a permis de prendre la vague de l'IoT il y a 1 an pour en faire une priorité sectorielle du groupe, ce qu'on n'aurait jamais fait sinon. Ouais, sur ça, je sais qu'on n'est pas d'accord, mais je pense aussi que quand on voit au CES ou ailleurs à l'international, il y a énormément d'entreprises françaises. Alors, sans même de parler de qualité, qu'est-ce qu'un bon objet connecté ou pas, et on est quand même pas mal présent en France, où les Français dans différents groupes. Et pourquoi est-ce que tu crois qu'il y a autant de boîtes qui ont fait CES cette année Pour moi, pour y avoir réfléchi longuement, je pense qu'on est en France, on a un attachement un petit peu à la propriété physique. C'est-à-dire qu'acheter une maison, aux États-Unis, on n'achète pas une maison, on loue une maison pour 1 an et on bouge les ans, presque. On a acheté une mortgage, notre banque achète une maison et on se met en esclavage avec la banque jusqu'à la fin du monde. Qu'en France, on a un attachement à construire sa maison ou à acheter une maison, avoir des murs, des choses comme ça. Et traditionnellement, pour avoir comparé justement les écosystèmes start-up entre l'Asie et la France, en Asie, on n'a pas ce côté français qui est de dire j'ai une technologie, je ne sais pas à quoi elle sert, mais il faut que je la vende. Et le système même de financement en France est fait pour ça. Avant même de penser usage, si on a une techno, un brevet, on va financer sa startup. Qu'en Asie, qui est plus copié sur le système américain, on a besoin d'usage. Donc parler en France de nouvelles technologies, et tout le monde veut des nouvelles technologies pour faire plus de bénéfices ou augmenter sa part de marché. Quand on parle d'objets physiques à une personne qui n'est pas habituée à ça, là, il va pouvoir être relié à ça parce que, ok, ça, je peux le manipuler, ça peut fonctionner, ça. Et quelque part, là, il commence à oublier les technos qui sont derrière pour juste se concentrer sur l'usage. Et on a eu besoin de cette entrée en France pour se dire, ok, les nouvelles technologies dans les objets connectés, c'est intéressant parce qu'on a l'objet, et plus seulement des technologies qu'on cherche à pousser. Donc c'est l'attrait à la propriété qui est relativement français quand même, qui fait que l'objet connecté parle à tout le monde parce que c'est des nouvelles technologies, mais il y a ce côté physique qui fait qu'on n'est pas dans la bulle Internet comme il y a des années. Moi, je vais parler plus du côté physique de l'objet, l'objet en lui-même, la forme de l'objet. Et je pense que des gens en France, il y a de bonnes écoles qui forment des designers. Par exemple, je vais prendre l'exemple de San Francisco et des personnes que je côtoie. Je pense qu'il y a énormément de Français et il y a énormément de Français qui viennent d'écoles de design françaises et qui partent à San Francisco, finalement, se confronter à l'innovation et apprendre plus du côté de l'innovation et des nouveaux objets. Donc il y a ce côté-là qui est déjà très français. Finalement, on partage tous une certaine méthodologie et on est capable de travailler ensemble assez facilement et de réussir à intégrer d'autres nationalités ou d'autres savoir-faire dans le projet en lui-même. Et puis, il y a autre chose, j'ai travaillé au Japon. Avant, je travaillais à Tokyo, à Nendo. C'est une entreprise qui travaille énormément sur le storytelling, donc tout le côté histoire, raconter une histoire. Pas seulement vendre un produit, mais vendre le produit et son histoire derrière. Vendre comment il est construit, qu'est-ce qu'il raconte et quelle image il véhicule. Et je pense qu'en France, on a aussi ce côté-là. Et c'est pour ça que ça fonctionne. On aime bien raconter des histoires avec nos produits et je pense que c'est important et c'est aussi ce qui fait que les gens vont acheter nos produits plutôt qu'un produit concurrent. C'est qu'il y a une vraie histoire, il y a vraiment quelque chose derrière, on comprend quelque chose et ça parle à tout le monde. On ne va pas créer des histoires compliquées, on va juste aller à l'essentiel, aller au plus simple et vraiment essayer de toucher le consommateur comme ça. Moi, je suis d'accord que le physique soit important, que l'objet soi-même c'est nécessaire qu'il soit beau. Par exemple, il y avait un moment où le tech était moche. Il y avait un moment où les objets technologiques étaient carrément moches. Et à un moment, il y avait Apple qui est arrivé, qui a dit ça va être beau. Et même si maintenant, quand on regarde les anciennes Apple, moi je les trouve un peu moches ou kitsch. À l'époque, c'était quand même différent que ce qui était là. Mais en même temps, les objets connectés, c'est autant un objet que connecté. Et moi, je trouve que autant le physique, pour que je vais aller le regarder, comme si je vais aller regarder ce lampe, il faut que le lampe soit sexy. Il faut aussi que si je vais interagir principalement avec ce lampe ou avec cet objet par digital, il faut que l'expérience digitale
soit sexy aussi. Et donc, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est cette balance. Donc, comment est-ce que vous, qui vient principalement, vous venez plutôt d'un côté hardware, toi, tu viens un peu d'une partie même encore plus haut, qui est cette partie économique. Comment est-ce que vous approchez cette mariage? Parce qu'une smart city, c'est pas juste la ville, mais c'est l'interaction avec, et l'interaction se passe en digital. Et tous les objets connectés, il faut marier les deux. Et donc, comment est-ce que tu maries ça dans le design? Alors moi, quand je travaille sur un produit physique, je ne travaille pas que sur la forme du produit. Je travaille surtout, pas du tout, sur la forme du produit. La forme du produit, elle est induite par beaucoup d'autres facteurs. Et les autres facteurs sont évidemment comment est-ce qu'ils vont être utilisés et quelles sont les applications qu'il y a derrière, comment les autres parties de l'équipe travaillent. Je vais donner un exemple assez simple. Quand j'étais au Japon, j'ai travaillé sur une oreillette Bluetooth qui s'appelle Stylo. C'était une oreillette qui était faite pour Logitech, qui était donc reliée au téléphone. Et le principe de cette oreillette, donc quand on la regarde, on se dit « ouais, c'est simple, c'est beau, finalement je vais l'utiliser ». Mais derrière ça, il y a beaucoup plus que simplement l'histoire et simplement la forme du produit. Cette oreillette, elle a été conçue de manière à réutiliser une ligne de production qui était derrière, qui était dans l'entreprise et qui n'était plus utilisée, qui était une ligne de production pour fabriquer des stylos. Et donc cette ligne-là, on l'a utilisée exactement le même process, exactement le même process de production pour créer des oreillettes plutôt que de créer des stylos, puisque la ligne de stylo n'était plus utilisée. Donc on a réutilisé la même chaîne de production. Donc ça, c'est carrément des contraintes qui visiblement pour l'utilisateur n'ont rien à faire avec le produit final. L'utilisateur, finalement, il ne s'en rend même pas compte. Il achète le produit en lui-même et l'histoire qu'il y a derrière. Le produit ressemble à un stylo. Il est fait sur une ligne de stylo, mais ça, il s'en apercevra peut-être pas s'il ne cherche pas plus que ça. Et le produit en lui-même, la peinture qui est faite sur le produit, va changer de couleur pour rappeler l'idée d'un vieux stylo qu'on aurait aimé et qu'on aurait... les stylos qui sont un peu chers et auxquels on s'attache. C'est pas seulement l'objet en lui-même, mais c'est toute l'histoire qu'il y a derrière. De se dire, il est un peu patiné parce qu'il a vécu, parce que c'est pour ça que je l'aime aussi. Et donc cette oreillette avait aussi ces principes-là. Et donc le produit, c'est pas juste le produit, c'est l'histoire et comment il est fabriqué, et le matériau. Mais revenons plutôt vers la partie digitale de l'expérience. Comment est-ce que aujourd'hui, quelqu'un qui veut faire son produit objet connecté, comment est-ce qu'il divise son temps? Comment est-ce qu'on fait une sorte que l'objet soit à la fois physiquement suffisant ou bien même, et en même temps que quand quelqu'un va l'utiliser tous les jours, toutes les semaines, à chaque fois qu'ils ont besoin de ça, que ça va être attirant. Comment est-ce que tu advises des boîtes aujourd'hui chez 42 Factory dans cette démarche? Généralement, nous, on construit à partir d'un savoir-faire qui n'est pas du tout technologique. On est parti de lunettes, on est parti d'exploitation agricole, des choses comme ça. Généralement, on part de ça et on va prototyper très rapidement. Parce qu'aujourd'hui, imaginez ce qu'un designer fait aujourd'hui, il a une équipe derrière lui, c'est plus du tout l'artiste dans son coin. Donc on part toujours du scénario d'utilisation, c'est-à-dire comment les gens interagissent sans notre objet et comment ils pourraient le faire après avec notre objet connecté. Donc déjà, ça donne un cadre. C'est si j'ai une interface à construire pour quelqu'un qui est dans le bus, je vais me débrouiller pour que les boutons soient suffisamment gros pour qu'il n'y ait pas d'erreur quand il y a des tremblements, des choses comme ça. Donc ça, en partant d'un scénario, ça permet déjà de cadrer pas mal les choses. Et après, c'est un process qu'on appelle le design, mais ça pourrait avoir d'autres noms, qui est relativement fluide dans son découlement, puisqu'on part de ça et après on va commencer à définir des zones, des usages, ensuite on rajoute des graphismes. Là, on rajoute une touche d'ambiance, mais c'est plus loin que est-ce que c'est beau ou pas. Et puis on continue de construire comme ça. Donc c'est pas seulement le beau, c'est pas tellement le beau, c'est plus l'usage avant tout. En tout cas, dans ce que nous on a l'habitude de faire. Et voilà, à partir d'un prototype itéré, on va tester les usages, on va les renouveler, on va amener des technos. Et à la fin, on a en tête une idée précise de ce qu'on veut à l'arrivée, mais les moyens pour y arriver peuvent être complexes et variés. Donc, moi, pour répondre à ta question, j'ai un exemple local pour le coup, puisqu'il y a une appli qui est sortie la semaine dernière qui s'appelle Nantes dans ma poche. Vous pouvez la télécharger
pendant que je parle, comme ça vous pourrez tweeter si je dis les conneries, mais je pense que c'est un bon exemple de ce qui est beau dans la restitution digitale. Non pas que c'est beau, c'est pas super beau, il n'y a rien de magnifiquement dans les couleurs ou dans l'esthétique. Non, c'est pas au Louvre dans 300 ans, ça c'est certain. En revanche, c'est beau au sens digital, ça veut dire simple, intuitif et un peu addictif, c'est-à-dire qu'en fait on ne le voit plus. Et donc, comment on fait pour que la restitution, qu'une télécommande en fait, puisque dans l'Internet des objets c'est ça, une appli mobile qui est la restitution des paroles des objets, elle soit belle, et bien ce qu'il faut c'est, pour que ce soit simple à l'extérieur, il faut que ce soit hyper compliqué à l'intérieur. Donc on a développé un concept chez Orange Smart Cities qui s'appelle donc des plateformes de smart applications. Et donc les smart apps, c'est en fait à l'extérieur une appli normale. Il y a des petits modules, on les choisit. On choisit si dans Nantes on est intéressé pour avoir des infos sur son parking, la piscine, la cantine, etc. Enfin, on en parle à 18h, je crois, donc ceux qui sont intéressés pourront voir, mais c'est pas l'objet. Ce qui est intéressant, c'est qu'on choisit des modules une fois, et ensuite ces modules qui vont s'informer dans la vie réelle en fonction des capteurs qui ont été déployés par la ville, ils vont être restitués d'une façon simple et pertinente parce qu'ils vont passer par le cloud. Donc les infos ne sont pas sur place mais dans le nuage. Et dans le cloud, nous, on a mis nos moteurs intelligents, donc on a mis plein de technos. On a mis évidemment de la géolocalisation, du géofencing, de la personnalisation, du profiling, des moteurs d'agrégation, de la proactivité, du push messaging. Et donc tout ça, ça permet concrètement que j'ai une restitution où en gros, j'ai pas besoin d'aller chercher l'info, mais poum, elle me dit tiens, attention, là, tu passes devant un abribus, il y a une promo sur l'affiche, pas cher. Poum, et ça arrive direct. Là, il y a un accident et donc il va y avoir un problème de trafic. Je passe en voiture, ça m'informe. Donc les moteurs moches à l'intérieur créent les expériences belles à l'extérieur dans l'Internet des objets. Et donc carrément, l'idée, comme souvent avec des objets connectés, c'est d'augmenter l'expérience d'une application mobile qui pourrait exister sans la partie connectée, grâce aux sensors, grâce aux technologies qui existent ailleurs. Switchons un peu sur le même sujet. Quelles sont les barrières auxquelles on est confronté aujourd'hui? Parce que j'ai l'impression qu'on est dans un peu l'âge, moi j'ai dit souvent on est dans l'âge de Minitel des objets connectés, c'est-à-dire c'est cool, on voit que ça peut être un truc, tout le monde investit dedans, il y a des gens qui vont gagner beaucoup de fric dessous, mais d'ici 15 ans j'ai l'impression qu'on va un peu rigoler autour de comment on a fait les objets connectés dans 2015. Et donc quelles sont les barrières qu'on voit, quelles sont les opportunités, où est-ce qu'il est le friction dans le marché d'objets connectés que vous voyez aujourd'hui? Est-ce que c'est plutôt dans l'hard? Est-ce que c'est dans le modèle économique derrière? Est-ce que c'est dans le soft? Qu'est-ce que vous voyez? Sur ça, aujourd'hui, il y a des stats sur ça. Principalement, ça va être soit un manque de ressources en interne pour les entreprises, c'est-à-dire que l'expertise, le métier numérique ou la conception d'objets connectés n'est pas forcément présente. Après, il y a une barrière de compréhension, c'est-à-dire que les grandes entreprises ou même les PME, les différents types de dirigeants, ne sont pas toujours de la génération suffisamment qui comprend ce que c'est qu'Internet ou les objets connectés. Ils ne sont pas de la génération numérique, donc qu'ils soient de la génération objets connectés, c'est encore une étape de plus. Je suis d'accord. Donc c'est souvent un problème d'incompréhension. Et c'est comme l'innovation en règle générale. En design, on a souvent le design by l'innovation. C'est souvent, tout le monde veut l'innovation, mais personne ne sait comment faire. Donc aujourd'hui, la barrière, c'est souvent ça. Après, c'est se rendre compte aussi, en France, c'est peut-être un problème un peu plus français, de valoriser le prix d'une application. Il y a des développeurs un peu dans l'assistance. Ça reste compliqué d'atteindre des tarifs qui soient suffisamment confortables pour faire des choses intéressantes, comme on a aux États-Unis. Quand on parle avec des dirigeants, on dit voilà, une application smartphone, celle que tu utilises dans ta poche, qui est gratuite, à développer, ça coûte 20 000, 30 000, 50 000 euros. Ça, aujourd'hui, c'est encore un peu la barrière. Donc c'est souvent une non-connaissance du sujet qui fait qui fait la principale barrière. Mais justement, en tant que designer, on simplifie les choses et on éduque un peu les gens sur qu'est-ce qu'un objet connecté, comment ça peut valoriser une entreprise, même classique. Il reste de la sensibilisation à faire, de l'éducation à faire dessous, et aussi, il reste des ressources financières à retrouver aussi. C'est-à-dire, l'hardware, ça coûte. On a pris l'habitude des coûts associés à l'innovation numérique, que ce soit des VC ou les grandes entreprises, etc. Et quand tu commences à toucher de l'hardware et tu vas imprimer 10 000, faire du small batch production,
ça coûte cher, ça coûte de temps, ça coûte beaucoup plus qu'on a des habitudes. Du coup, on serre un peu le ceinture, on fait moitié de ce qu'on aimerait bien faire parce que ça coûte moitié cher, et en résultat, on a un produit qui est moitié fini. Mais Les barrières, je pense que, de toute façon, je pense qu'aujourd'hui, on tâtonne, on fait de la recherche, on n'est pas sûr de ce qu'on propose, on propose des applications, on propose différentes fonctions, et je pense pas qu'on ait encore trouvé la fonction principale, la meilleure fonction pour les objets connectés. On est toujours en train de chercher, et je pense que voilà, ça reste de la recherche aujourd'hui. C'est principalement ça. Je ne sais pas si c'est une barrière, c'est juste une étape. Et donc, il faut passer par là pour proposer de meilleurs produits et des produits qui seront peut-être intéressants à plus grande échelle. C'est la killer app, hein, c'est clair. Hein, c'est l'usage clé. On cherche tous ça. On rêve tous les matins en arrivant au bureau de se dire aujourd'hui, je vais trouver la killer app de l'Internet des objets. L'usage dingue qui va se répandre partout dans le monde. Il y avait Uber qui était là avant. Voilà, il y a un service, ça part. Dans l'Internet des objets, on ne l'a pas trouvé encore. Maintenant, on peut prendre 2 autres exemples. La 3D, par exemple. Il y a 5 ans, on en était à peu près au même temps que pour l'Internet des objets aujourd'hui. Et ben, ça n'a toujours pas vraiment décollé, parce qu'en fait, on ne sait pas très bien, ni au niveau artistique, ni au niveau des producteurs, ni au niveau des distributeurs, qu'est-ce que ça apporte vraiment comme émotion dingue, la 3D. On n'a pas vraiment trouvé. Parfois, on a des petites émotions, mais ce n'est pas indispensable. Alors que Uber, quand on l'utilise une fois, ça devient indispensable. Bon. Après, il y a l'exemple du Minitel que tu donnais tout à l'heure. Moi, je trouve que c'est un bon exemple. Hein. Je sais que les moins de 35 ans, ils hurlent de rire quand on parle du Minitel. Moi, j'en ai juste un peu plus, un peu moins que les clients de Valentin, qu'il a beaucoup de mal à convaincre parce qu'ils sont beaucoup plus vieux et ils comprennent rien en numérique. Quand on est entre les deux, on sait que le Minitel, c'est un système qui a quand même fonctionné et qui a préfiguré la révolution de l'Internet. Donc tant mieux, parce que si on est le Minitel d'Internet des objets, ça veut dire qu'après, ça va marcher. Ça fait aussi des grosses fortunes qui réinvestissent pour le coup d'après, parce que je vous rappelle que la plus grosse fortune du Minitel, c'est un monsieur qui a fondé Free, donc tout le monde en profite, on est bien content. Enfin, surtout vous, moi, mais bon, chacun son bord. En tout cas, pour moi, une révolution, elle se fait vague par vague. Ce qui compte, c'est que les gens qui gagnent de l'argent dans la première vague le réinvestissent dedans. Sinon, c'est mort. Donc aujourd'hui, on fait tous des expérimentations. Valentin vous parlera de ses lunettes. Moi, je suis plutôt sur le trottoir. Enfin, pour le boulot, hein. On se comprend. Donc je fais la rue connectée à 3 ou des trucs comme ça. Je compte pas en faire une carrière. Toi non plus, tu vas pas porter des lunettes, t'en as même pas. Mais on espère que les gens à qui on fait gagner de l'argent aujourd'hui vont le réinvestir pour qu'ensuite ils convainquent d'autres, qu'ils vous convainquent tous dans vos startups ou dans vos écosystèmes qu'il faut avoir au moins un petit projet Internet des objets. Et c'est comme ça, au bout d'un moment, que la mayonnaise va prendre. Et du coup, donc moi je suis d'accord. Moi je crois que c'est pas une question, surtout pour le parti Minitel, on s'en fout de si le produit existe encore. Il y a un tas de personnes qui ont cette expertise. Je crois également dans cette idée de chercher l'usage clé d'objets connectés. Pour moi, surtout dans les grands groupes, est-ce que les grands groupes qui ont déjà leur business clé, qui génèrent le paquet de fric qu'on sait à quel pourcentage de le chiffre d'affaires total ça fait aujourd'hui, est-ce qu'un grand groupe est capable d'identifier un Uber même s'il est produit en interne? Est-ce que si Orange développe le Nest de demain, est-ce qu'ils sont capables d'en profiter pour l'internationaliser aussi vite que Nest, aussi vite qu'Uber, etc. Est-ce que tu sens que les grands groupes sont prêts à en profiter? Alors les grands groupes, c'est toujours des gros argents. On m'a mis un gros coussin orange, il y a plein de billets dedans, vous pourrez le prendre quand je serai partie. On n'a pas forcément des paquets de fric à investir dans un grand groupe. Un grand groupe, c'est qu'une agglomération de plein de petites structures également. Il y a beaucoup d'argent s'il y a beaucoup d'argent à faire après. Donc pour moi, le décollage pour un grand groupe comme nous, Orange, dans l'Internet des objets, c'est pas tant de repérer l'Uber local. Sur Internet, on l'a fait, par exemple, on a racheté Deezer, on a racheté Dailymotion. On s'est pas trop gouré. On l'a fait un bon moment. Ça ne nous a pas coûté trop cher. Est-ce que c'est ce qui nous a propulsé dans le monde de l'Internet? Pas forcément.
On l'était déjà. Et on y est présent, hein. On a une SS2I chez Orange qui s'appelle Orange Business Service, qui est la 5e en France, qui marche très bien. Et c'est pas parce qu'on a racheté Deezer et Dailymotion qu'on est devenu. C'est parce qu'on a embauché des bons développeurs, et voilà. C'était pas trop mon point. Plutôt prenant un produit comme le bloc d'Orange. Si le bloc est le produit idéal, et j'imagine que si Orange le sort, c'est le produit idéal, si tout le monde est preneur, est-ce que vous êtes dans une phase de dire, OK, ces produits marchent, il faut que demande que Orange Pologne, que Orange Israël et tout le monde commercialise tout de suite. Tu as raison. Tu as raison, il y a cette démarche, parce que Orange, on a les boutiques. Donc si vous allez en boutique, vous verrez qu'il y a 3-4 objets, la montre que tout le monde a, machin. Ils sont dans un petit coin. Honnêtement, je vais le dire, attention, il faut que je mesure mes propos. C'est un démarrage. C'est pas forcément l'usage clé. Voilà. Exactement. L'usage clé pour nous, il n'est pas là. Il n'est pas dans les objets en boutique. Peut-être qu'on le trouvera, mais on ne l'a pas trouvé. Il est sur les réseaux de connectivité. Comme Valentin le disait rapidement tout à l'heure, soit l'Internet des objets, les objets vont se parler avec des réseaux télécoms actuels qui vont être améliorés ou carrément différents, soit ça va être des réseaux propriétaires, donc d'objet à objet, un peu genre Bluetooth, qui vont se parler les uns aux autres, et du coup qui vont être investis par les fabricants. La ville ou les fabricants d'électroménagers ou les fabricants de vêtements, etc. La grande question, elle est là, et nous, Orange, on doit se positionner. On pourra faire les deux. Aujourd'hui, on teste les deux, mais on n'a pas encore pris notre décision avec le gros chéquier dont tu parles. Et ça, c'est un très bon point. Je crois que tu vas pouvoir quand même dire ce que tu as envie de dire. Je crois qu'il y a une grande opportunité pour identifier comment Enable permet à vivre les objets connectés. Et je crois que c'est un des grands enjeux qu'on se pose aujourd'hui. C'est est-ce que les mêmes telcos qui fait vivre mon smartphone va faire vivre ma maison? Est-ce qu'il y a une opportunité pour quelqu'un d'autre? Ça, pour moi, c'est une de plusieurs grandes questions que je me pose. Et je crois que pour chaque barrière, qui est la barrière de connecter tous ces objets, il y a une opportunité. Donc, où sont les opportunités que vous voyez? Ouais, ça va dans le même sens. Je pense que c'est très bien de ne pas laisser les technologies aux ingénieurs, en règle générale. Et il y a un grand terme en design qu'on appelle l'acceptabilité. C'est-à-dire que le jour où on a voulu vendre une première voiture hybride, on n'a pas fait une voiture super futuriste type Batmobile, on a fait une Prius. Si vous regardez une Prius, c'est pas très sexy. Maintenant, avec les voitures électriques, il y a aussi deux approches. Il y a la Leaf de Nissan, qui est très classique, et il y a la Twizy. Parce qu'on commence à dire, voilà, ok, il y a peut-être une cible maintenant dans les plus jeunes qui serait intéressée par un véhicule qui sort complètement du commun. Et le bloc, hein, c'est une initiative d'Orange. Les techos, les geeks et tout ça savent que le bloc est déjà un peu dépassé, niveau spécificité pure et dure. Et le placement de prix est quand même aussi assez important. Si on veut vraiment ces technologies à la pointe, on va aller les chercher nous-mêmes, parce qu'on sait le faire. Par contre, ça a l'avantage de dire, voilà, j'ai un package qui est dispo dans une boutique Orange, potentiellement partout en France, et que Madame Michu peut acheter. Donc ce côté, voilà, c'est pas toujours parce qu'il y a... Donc, je suis en train de défendre Orange, c'est bizarre pour moi. Mais c'est pas toujours pour être à la pointe des technologies, c'est pas forcément effectivement le rôle d'un telco, mais aussi des fois c'est travailler sur l'acceptabilité et de dire ok, ben voilà, là on démocratise quelque chose qui nous semble presque banal maintenant pour ceux en tout cas qui sont à la pointe. Et je trouve que c'est une très bonne question. J'ai parlé beaucoup récemment de cette transformation, moi je l'appelle une transformation industrielle. C'est les boîtes non connectées qui commencent à être connectées. Que ce soit les électroménagers, les gens qui font des vêtements, etc. Et un telco a une position très intéressante. C'est que par défaut, quand on pense connectivité, on pense telco, on pense les gens qui connectent nos vies aujourd'hui. Et pourtant, je vois aucune telco qui se positionne. Bon, on pourrait dire que on va pas te faire parler des autres acteurs telco, je ne veux pas te mettre dans cette position, mais Bouygues lance leur Sigfox lance son propre réseau qui commence à prendre ampleur. On voit différents acteurs essayer de s'y mettre dedans. Et je me demande comment chaque acteur va trouver ses pas. Comment est-ce que les fabricants de smartphones
vont trouver leur patte dans les objets connectés? Est-ce qu'ils vont continuer à vouloir être le télécommande de demain en télécommandant plus de choses? Ou est-ce qu'ils vont se dire, en fait, notre capacité, tu vois, le marché des smartphones, il est blindé aujourd'hui par les pas chers, les très chers et tout au milieu. Est-ce qu'un acteur de smartphone demain va dire, on va être l'écran de la maison au lieu de l'écran de ta poche? Où est-ce que ces acteurs vont se retrouver et qui fait des choses bien aujourd'hui? Qui est-ce que vous voyez où vous dites, ça c'est une boîte qui fait vraiment bien son taf, qui prend les transitions avec splendor? C'est une question piège. Exactement. Exactement. Non, je pense qu'aujourd'hui, il y a 2 stratégies. La première stratégie, c'est d'utiliser les données des utilisateurs et faire de l'argent là-dessus, et de manière à vendre des produits pas très chers. Et du coup, de les rendre accessibles à tous. Mais ce qui est vraiment intéressant sur ce point-là, je ne veux pas te couper, je promets, c'est que on n'est pas en train de prendre les données de tes recherches en ligne, par exemple, pour prendre quelqu'un anonyme. On est en train de prendre tes données de santé. Et en fait, il y a déjà des réglementations sur ce que tu peux faire et à qui tu peux vendre ces données. Et donc, je trouve très intéressant de voir quelques acteurs qui existent déjà qui disent on va être pas cher de tout, mais on réserve le droit de vendre tes données santé ou tes données bien-être ailleurs. Pourtant, la réglementation pourrait très vite dire non, ça se fait pas. Bref, je fais mon commentaire. Je pense que il y a des sociétés. Du coup, c'est un peu une question compliquée parce que le fait de donner plus de data nous permet aussi de créer de meilleures expériences et de créer de meilleurs objets. Donc d'un côté, ces données-là, on en a besoin pour créer de meilleurs produits et satisfaire le consommateur. De l'autre côté, il en a peur, et si nous, on n'a pas ces données-là, on crée des produits qui peuvent être un peu à côté de la plaque et que finalement, on n'a pas envie d'utiliser. Donc il y a type Fitbit, Job on Up et tous les trackers d'activité qu'ils ont sortis dans les dernières 3-6 semaines. C'est quoi? Ah oui, non mais ça va même. Au-delà de ça, je dirais que le WeThings Pool, c'est intéressant parce que ça revient dans un écosystème un peu plus global. Là où il y a 18 mois, j'aurais peut-être d'autres propos à dire autour de WeThings et leur stratégie. Si tu regardes ce qu'ils font depuis les derniers 12 mois, ils essaient carrément de devenir une marque de bien-être, une marque de santé, une marque de fitness. Tu mets dans la catégorie que tu veux. Mais faire une tracker qui va me dire combien de pages j'ai fait, c'est pas pour rien que Nike a arrêté de produire des fuels et qu'ils ont dit on va que faire de le soft parce que le smartphone fait quasiment la même chose. Moi j'utilise Fitbit tous les jours et c'est sur mon téléphone. D'accord. C'est sur mon téléphone et c'est intégré. J'ai plus besoin de ce tracker-là, tout est intégré à l'intérieur du téléphone. Et je trouve ces données intéressantes. Après, aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas encore une application très très pointue. Voilà, on ne sait pas vraiment quoi faire avec ces données-là. Il y a des applications qui restent pour l'instant un peu en surface. Mais je pense que c'est intéressant, c'est un écosystème qui est intéressant et qui mérite d'être poussé un peu plus loin. Ce que je voulais revenir aux différentes stratégies. Donc la première qui était d'utiliser les données et de vendre des produits moins chers, peut-être plus dans la cible et plus utile. Et puis la seconde qui est évidemment de vendre des produits et les produits seront forcément plus chers puisqu'il n'y aura pas de revenus en termes de données derrière et qui protègent plus le côté privé. Et donc c'est 2 approches différentes. Après, chacun peut prendre sa décision, chacun peut lire les conditions d'utilisation des produits, ce qu'on ne fait jamais évidemment. Et je pense que voilà, c'est à chacun de prendre sa décision et ses responsabilités sur ce côté-là. Quels objets aujourd'hui est-ce que vous utilisez? Moi, je vais dire les marques parce qu'il faut le dire pour répondre à la question. Moi, j'ai un WeThings Balance chez moi. Combien de personnes ont un objet WeThings aujourd'hui? Je vais essayer de voir un peu le pourcentage. Je vois 10% de personnes. Ouais, peut-être même un peu moins. Combien de personnes ont un objet connecté qui n'est pas leur smartphone? D'accord, donc on est plutôt dans 33%. Disons que le panel est quand même sur ce sujet, donc c'est un peu normal. Ok, donc juste pour avoir une idée, même sur les gens qui s'intéressent aux objets connectés, il n'y a qu'un tiers d'eux qui ont un objet connecté. Moi, j'ai un WeThings Balance, j'ai un Audi Office, et je crois que c'est tout. J'ai pas de bracelet, j'ai pas de lunettes, j'ai pas de lentilles, j'ai pas de chapeau connecté.
J'espère qu'il y a un chapeau connecté, ça a l'air assez cool. Qu'est-ce que vous avez chez vous et qu'est-ce que vous voyez qui marche aujourd'hui? Qu'est-ce que vous arrivez à utiliser au quotidien? Toi, tu as dit Fitbit. Fitbit et plusieurs trackers d'activité. Ça m'intéresse particulièrement. J'ai l'impression que ce côté-là est intéressant et on pourrait vraiment en faire quelque chose et réussir à trouver des usages de ce côté-là. Si on réussit à les intégrer mieux dans la vie de l'utilisateur. Je trouve que intégrer Fitbit dans un smartphone qu'on a tous les jours sur soi, c'est déjà une étape. Et je pense qu'on peut aller plus loin avec ça. Donc j'ai une montre WeSings, j'ai aussi une balance WeSings, et on a tout un tas d'objets connectés parce que c'est quand même notre travail de tous les jours. Mais ce que j'utilise, c'est principalement effectivement le bracelet pour me rendre compte que mon cofondateur marche plus que moi tous les jours, malheureusement. Mais après, aujourd'hui, le challenge sur ça, sur les objets que j'utilise, c'est vraiment jusqu'à quel point ils arrivent à communiquer ensemble. Aujourd'hui, c'est très. Voilà, chaque société travaille de son côté. Il y a des fois des choses qui permettent de les connecter, comme If This Then That, justement, en ligne. Mais aujourd'hui, même en France, on reste quand même très WeSings, synchronise avec du WeSings. Mother ne capte que les cookies, etc., quoi, etc. Pourtant, je trouve que WeThings, je ne suis pas souvent celui qui flatte WeThings, donc c'est un peu rare. Mais je trouve qu'ils ont très bien fait avec leur API de s'ouvrir. Ils ont très vite touché les points qu'il fallait toucher. Et aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui arrive à créer un écosystème IoT, c'est pas parce qu'on parle de WeThings qu'ils ont créé l'écosystème, on parle de WeThings parce qu'ils ont créé un écosystème derrière. Et qu'aujourd'hui, porter un WeThings Plus, c'est plus que l'objet en soi, c'est plus que le nombre de pas, c'est le package total de tout ce que tu pourrais avoir chez toi. C'est les plus ouverts aussi, c'est eux. Enfin, si moi je veux récupérer mes données sur leur serveur, je peux le faire. Donc effectivement, c'est peut-être le best practice, c'est peut-être WeSings aujourd'hui. Ouais. C'est clairement le best practice, mais pour moi, le best practice, il n'existe pas encore parce que, on mélange deux choses en fait. Il y a mes objets et il y a les objets. Mes objets, c'est ceux dont j'ai la charge, que j'achète, et après, ça fait partie de mon univers personnel. Et puis les objets qui sont autour de moi, dont j'ai pas la charge. Le problème de l'Internet des objets, c'est qu'on dit tout le temps qu'il faut qu'ils soient connectés pour que les objets parlent, mais il faut aussi qu'ils soient branchés. Il faut qu'ils aient de l'électricité. Et donc, je pense que nous tous, si on est là, c'est qu'on est un peu early adopter. Donc, on est toujours à essayer des nouveaux trucs. Et qu'est-ce qui nous limite, puisque j'ai dit que les forfaits étaient pas chers, c'est qu'on n'a plus de batterie. Et on n'en peut plus de ces problèmes de batterie, déjà sur son téléphone. Alors si en plus on a tous nos objets électroniques qui sont par définition connectés et branchés, et je pense qu'on arrive tous un peu à saturation de problèmes de prise électrique, c'est ça la barrière. Alors si en plus on doit penser tous les matins à en plus connecter ses lunettes, ses clés et son stylo, son sac à main, ses chaussures, ou j'en sais rien, ça devient un cauchemar. Donc on a un problème électrique tout bête, qui fait que pour moi, le killer app de l'Internet des objets, pour l'instant, dans ma vie perso, je la cherche plutôt dans les objets que dans mes objets. Comme ça, c'est pas moi qui me prends la tête à les brancher. Mais c'est pas comme si les bonnes batteries n'existent pas. C'est juste que quand on regarde les consommateurs et on les dit, est-ce que vous allez payer 2 fois le prix pour quelque chose qui tient 2 jours au lieu d'1 jour? Ils disent non. Parce que autant on se plaint de la battery life, autant on sait que les bonnes batteries existent. Je ne suis pas le seul à dire qu'une bonne batterie, ça existe. Je ne suis pas fou de le dire. Une bonne batterie, ça existe. Des objets connectés qui durent très longtemps, ça existe aussi. Oui. Voilà, on va comme, pas... Pebble. Pebble, ça dure 1 semaine. Ils ont fait un écran e-ink et ça marche super bien. Ouais, on reparlera du business model derrière, qui n'a pas l'air très très stable en ce moment. Mais c'était une très bonne initiative. Quoi, Pebble? Ouais. Pebble va super bien. Il y avait un très mauvais article sur Pebble qui a dit que Pebble va mal parce qu'ils ont levé de dettes. Et eux, ils vont te dire, et dans le hardware, tu peux le confirmer, que quand tu veux shipper un produit, tu as 2 choix. Tu peux lever de l'equity, tu peux lever de l'argent avec de l'equity, ou tu peux lever de l'argent avec de dette. Et c'est une sorte de dette où tu dis, c'est une dette de livraison. Tu dis, regarde, j'ai 1 million de commandes à faire, ça me coûte 2 millions et je vais avoir 3 millions derrière, prête-moi 2 millions. Et en fait, ils ont levé de dettes. Donc moi, personnellement, je crois que Pebble est une boîte qui va très bien. Je pense que l'avenir nous le dira. Certainement. Et pourquoi on n'a pas des objets connectés avec de bonnes batteries? Donc la taille de la batterie influe sur la taille de l'objet. Et évidemment, une bonne batterie, c'est beaucoup de place. Et un gros objet, c'est pas forcément pratique.
Donc aujourd'hui, beaucoup d'entreprises privilégient le fait d'avoir un objet qui dure moins longtemps, qu'il faut brancher plus souvent, mais qui est plus petit et plus portable. Mais même au-delà le montant de temps qui dure, c'est la vie de la batterie. Je trouve, on fait aucune recherche. J'ai l'impression qu'on avait des produits qui duraient plus longtemps. Et c'est peut-être juste le fait que j'utilise plus de produits et j'utilise plus. Mais j'ai l'impression que mon iPhone 6 Plus, il dure 2 jours pendant les premiers 2 mois. Et puis c'est 1 jour et demi. Et maintenant c'est 1 jour. Et bientôt ça rate 6 mois. Et... Mais je sais aussi que ça, c'est le vie naturel d'une batterie. Donc il y a de la durée de vie de batterie, mais il y a aussi la fonction. Et il y a évidemment plus de fonctions dans les nouveaux téléphones qu'il y en avait dans les anciens. Et aujourd'hui, on cherche à faire des téléphones qui sont plus petits, plus fins. Et ça implique que la batterie sera plus petite. Donc peut-être on a besoin des panneaux solaires sur nos corps pour pouvoir charger les trucs pendant qu'on marche. C'est peut-être le killer app de demain, c'est parapluie solar panels. Hein? Parapluie solar panels? Ouais, Kickstarter campaign qui se lance demain peut-être. Ouais, il y a un problème d'énergie, il y a un problème d'électricité. Le problème n'est pas dans le réseau, c'est pas dans les sensors, c'est ni dans le digital. Je trouve que dans tous les trois, et c'est pas dans le design. Et dans tous les cas, je trouve qu'on les fait très bien en France. Et c'est peut-être pour ça qu'on a des bons exemples des boîtes nouveaux et des boîtes existantes dans le marché. Il y a un problème dans la batterie. Je pense qu'il faut faire des choix. Et si vous voulez un produit qui dure plus longtemps, il faut choisir ses fonctions. Peut-être qu'on n'a pas besoin d'avoir toutes les fonctions sur un objet connecté. Et donc, si on n'a pas besoin ni l'envie d'avoir toutes ces fonctions, on peut choisir un objet qui fait moins de choses et dont la batterie dure plus longtemps. C'est en général le cas. Donc, au lieu de time, cost, quality, choose two, c'est plutôt design, composant, réseau, batterie, choose 1. Je ne sais pas combien tu choisis à la fin. Mais il y a des entreprises, je vais donner l'exemple de Xiaomi qui fait un produit qui est extrêmement simple et qui a juste 2 LED, 3 LED sur le produit en lui-même et qui fait les fonctions essentielles et qui a une batterie qui dure très longtemps, qui dure donc minimaliste un mois, par obligation. Et surtout, piggybacking of the battery of the smartphone. Je ne sais pas comment le dire en français. On s'en sert de la batterie de le téléphone au lieu de s'en servir, au lieu de mettre un deuxième écran sur un objet. Ouais. Et je vois de plus en plus des objets qui n'ont même pas d'interface. On avait un produit, une caméra que tu mets sur ton chemise qui prend des photos tous les 60 secondes de ta journée et à la fin il te livre. C'est un peu comme ça aussi. Narrative. Narrative, oui, exactement. Ouais. Et ils n'ont pas d'interface sur le truc, ça connecte à ton téléphone et puis tu digères les photos et tu choisis ce que tu veux sauvegarder. Ouais, mais j'ai l'impression quand même qu'avant de chercher ces objets, on a un biais où on croit que l'Internet des objets, c'est mes objets qui vont se parler. Mais d'abord, c'est mes objets, donc est-ce que j'ai vraiment besoin qu'ils me parlent? Et en plus, il faut que je les branche. Pour moi, le démarrage de l'Internet des objets, puisqu'on est tous d'accord qu'il y a un problème de batterie, faut déjà le chercher dans les objets qui sont branchés, déjà. Donc, au-delà à la maison, où il y a un réseau possible. Donc, si je regarde un peu ce que, dans mon service, les services urbains innovants chez Orange, on a choisi d'accélérer parce qu'on y croit, peut-être qu'on se gourre, j'en sais rien, on démarre tous, mais en tout cas, il y a 2-3 objets qui nous paraissent pas mal. Il y a le trottoir, j'en parlais tout à l'heure. Pourquoi le trottoir? Parce qu'il faut se garer, qu'il y a des problèmes de congestion, qu'on n'en peut tous plus des embouteillages et que malgré tout, on a quand même besoin de la voiture parce que les transports publics, c'est très coûteux et que les pouvoirs publics n'ont pas d'argent. Bref, c'est maintenant, il faut faire quelque chose. Donc on a une offre chez Orange, donc le stationnement connecté, où on met des capteurs, on carotte la chaussée dans les places de parking et ça permet de savoir en centre-ville, en hypercentre, quelles sont les places libres ou occupées. Et c'est resté que ça, c'est 0 ou 1. La place elle est libre ou occupée, donc on est bien dans la simplicité dont parlait Inès. Malgré tout, il faut quand même une techno pour brancher la place de parking, parce qu'elle n'est pas branchée. Mais là, il y a les capteurs de basse consommation qui sont pas mal, qui sont pas trop chers, qui sont résistants. Donc c'est bon, ça c'est à maturité. Après, on fait un réseau local avec des répéteurs et puis des passerelles. On met juste une carte SIM pour 40 à 50 places. Pas trop cher, on la planque sur un lampadaire, c'est assez simple, c'est assez joli, et hop, c'est restitué sur une appli ou une pastille dans une appli où je choisis mon quartier et je sais exactement combien il y a de place libre ou pas et ça me guide jusqu'à la place. Là, c'est le modèle, c'est pas trop compliqué à faire et ça rend vraiment service.
Donc ça, on y croit, on l'a lancé à 3 en expérimentation. Mais ça va un peu dans de l'autre sens par rapport à ce que tu disais, c'est-à-dire au lieu de s'en servir, est-ce que vous vous en servez des réseaux d'énergie existants pour faire ça? Oui, parce que la place, non, mais après, on se sert des candélabres et pour le réseau de collecte, on peut utiliser l'électricité dans la rue. Donc ça, c'est pratique. Ça coûte de l'argent à la ville. Alors, la ville investit dedans, mais la ville, elle est responsable de la voirie. Elle fait des fêtes de rue, elle fait plein de services et machin. Mais avant tout, une ville, elle est là pour gérer la voirie quand même. Donc on a une vraie écoute des villes là-dessus, hein, parce que le mobilier urbain et la voirie, c'est leur boulot. Mais ça, c'est l'exemple où ça rend un tel service sociétal. Pas juste, moi j'ai trouvé une place cool, mais j'arrête de polluer et de faire des embouteillages. Donc c'est un service sociétal, donc ça marche. Après, il y a un autre exemple, c'est les compteurs d'eau ou demain d'électricité. Mais bon, avec EDF, ça va prendre un peu plus de temps, mais les compteurs d'eau, comme il y a de la concurrence, ça va plus vite. Et donc, nous, on en a 1,3 million connectés par les solutions Orange, mais ça permet tout simplement la galère d'avoir à déclarer. Et encore, avant, on devait l'envoyer par la poste, mais on doit se connecter à un compte pour envoyer sa consommation d'eau. On a toujours oublié le code, le machin. Donc, il y a quand même des relais physiques qui sont faites. Donc là, comme ça fait une économie directe pour le mec qui opère le service d'eau, et bien forcément, cet argent, il le prend et il crée un réseau basse consommation local pour la télérelève et ça sert à tout le monde. Et un troisième exemple, j'ai envie de dire, pour un autre modèle où ça marche bien, c'est la voiture connectée. Parce qu'on met des cartes SIM dans des petits boîtiers dans les voitures. Hein. Nous, on équipe Renault, mais il y a plein d'autres gens qui le font sur plein d'autres voitures. Et là, ça permet que toute la maintenance de la voiture, elle soit connectée. Donc la voiture nous parle pour nous dire j'ai mal, je suis pas bien, je suis en train d'attraper un rhume. Bref, elle anticipe les pannes et les problèmes. Et là, c'est directement exploitable pour quelqu'un comme Renault, puisque ça lui permet d'offrir un vrai usage simplifié pour ses conducteurs et de créer une relation de long terme, surtout de dire bonjour au moment où la voiture est cassée et que la personne en rachète une autre. Donc là, c'est Renault qui va investir dans l'Internet des objets. C'est pour vous montrer 3 exemples où je trouve que soit le consommateur, le sociétal ou une entreprise privée, il y a des investissements gros chéquiers, comme tu dirais, Layam, qui, à mon avis, sont durables et qui vont faire plein de petits, parce qu'ensuite, des petites startups vont se mettre autour pour avoir encore plus d'usage. Mais il y a une vraie impulsion. Tout à fait. Je suis d'accord sur les 3 points. Si on avait plus de temps, je rentrais peut-être dans mes avis au retour, mais comme je suis l'animateur, je ne suis pas censé faire ça. Et en plus, on n'a que quelques minutes, et comme il y a pas mal de monde qui s'est levé la main autour d'objets connectés, je veux vous donner, ou je veux donner à une personne la chance de poser une question. Donc on va lever les lumières vite fait. Donc vous pouvez baisser vos téléphones et faire semblant d'avoir écouté pendant 1 heure. Et je vais laisser une personne qui se lève la main le plus vite poser une question. Vas-y, pas tout de suite. Non, personne. Il n'y a aucune question. Vous êtes sûr? Vas-y. Très Attendez, fort. Très fort. Ah non, il y a quelqu'un qui arrive à ta droite. Voilà. Bonjour, merci pour la conférence. Je voulais juste poser une question. Est-ce que vous pensez que les objets connectés ont aujourd'hui un avenir pour un usage personnel, ou est-ce qu'ils ont plus un avenir uniquement dans l'usage professionnel, comme vous en parliez avec Orange notamment, dans les places de parking donc là, il y a vraiment un usage qui est professionnel, et aussi, je pense, à des domaines comme la médecine, par exemple, qui seraient plus demandeurs. Sur ça, en fait, je pense pourquoi choisir. Il va y avoir un côté objet connecté qui va peut-être devenir justement des smart objects. C'est les objets avec lesquels on va interagir sans le savoir. Donc les places de parking, c'est typiquement ça. Et puis l'objet physique, personnel, c'est plutôt que public ou privé, ça va être qu'est-ce qui est personnel, qu'est-ce qu'un objet connecté personnel, et qu'est-ce qu'un objet connecté de la place publique ou partagé. Donc il y a un avenir pour les deux, dans les deux cas. Moi, je pense qu'il y aura beaucoup à travailler sur le parallèle entre la vie privée et la vie publique. Qu'est-ce qu'on partage dans la vie publique, qu'est-ce qu'on partage dans la vie privée, et la forme que prend l'objet ou l'application que propose l'objet dans différents lieux. Et je pense notamment aux moyens de paiement. Je pense qu'il y aura à travailler là-dessus et à permettre des moyens de paiement plus faciles, plus efficaces et des interactions plus limpides, plus rapides entre le privé et le public.
Moi, je voudrais rappeler que dans Internet des objets, il y a Internet. Donc, c'est vraiment le réseau des réseaux. Donc, il faut que ça touche tout. Sinon, ça ne marchera jamais. C'est un peu comme la 3D ou la couleur. La couleur, ça a marché. Tout le cinéma est passé en couleur. Si tout passe pas en 3D, ça marche pas, on le voit bien. Donc, une révolution, c'est 0 ou 1. Elle balaye tout et elle montre son utilité. Ou alors, elle est nulle et on s'en fout parce que ça coûte tellement d'argent qu'on n'y arrivera pas. Donc pour moi, la vraie question, elle est à partir de quel moment on va accepter cette interaction avec les objets, de la même façon qu'Internet, où la séparation, elle se fera où certains objets nous parleront juste en vitrine, comme on va sur des sites pour consulter des infos, et à quel moment on passe à un vrai Internet avec une interaction. On éteint, on allume la lumière chez soi, dans la rue, on ouvre le frigo, ça commande tout de suite les courses, etc. Où on a une action sur le réel. Et donc c'est là qu'à mon avis la division va se faire et non pas dans mes objets ou les objets. Je crois que c'est un bon endroit pour arrêter. Merci à mes 3 panélistes de nous avoir rejoints. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez plus de questions, on sera dehors après. Et bonne continuation sur Web2D et merci à vous.